Cet après-midi, je vous raconte une artiste qui a scellé son destin à celui d'un certain Édouard André, ou la véritable histoire de Nelly Jacquemart, la collectionneuse de la Belle Époque. Pourquoi a-t-elle cessé de peindre ? Quels sont les artistes dont elle a entreposé des œuvres dans son grenier ou exposé dans son salon ? A-t-elle fait les bons choix ? Europe 1, 15h, 16h, historiquement vôtre. le récit, Stéphane Bern. Elle a 40 ans, il en a 48. Elle est débordante d'énergie, il décline sous le coup de la syphilis. Elle est catholique, il est protestant. Elle est peintre, il est richissime. En ce 30 juin 1881, le mariage de Nelly Jacquemart et d'Édouard André fait jaser toute la capitale. La Vierge à la chaise, c'est ainsi que les mauvaises langues parisiennes surnomment la toute nouvelle Madame André en citant un tableau de Raphaël et moquant au passage le goût de Nelly pour la Renaissance italienne. Vierge, elle l'est peut-être et le restera sûrement, car tout Paris connaît l'état de délabrement physique de son mari et la maladie vénérienne contagieuse dont il est atteint. Et la chaise alors ? C'est le fauteuil roulant dans lequel il faut installer Édouard lorsque les crises le rendent hémiplégique, voire impotent. Alors pourquoi cette peintresse, comme la surnomment les frères Goncourt, avec le venin qui les caractérise, se marie-t-elle avec ce vieux célibataire ? L'union semble d'autant plus surprenante que Nelly Jacquemart est devenue une portraitiste en vue de la Belle Époque, qu'elle vend bien ses toiles et qu'elle semble plutôt attirée par des femmes. On pourrait invoquer l'argent, car il est vrai que Nelly, par ce contrat de mariage, devient rentière d'une impressionnante fortune et d'un patrimoine exceptionnel. Mais la vraie raison se situe ailleurs. Ce qui réunit ce jour-là les deux mariés, c'est leur passion déraisonnable pour l'art. L'art qu'ils collectionnent tous les deux avec dévotion, goût et curiosité. L'art qui va les faire voyager aux confins de l'Orient, dépenser sans compter et surtout partager. Les deux écrins qu'ils ont remplis d'œuvres puis légués généreusement à l'Institut de France, le musée Jacquemart-André à Paris et le domaine de Chalice dans l'Oise en sont la preuve la plus évidente. Ils offrent un patchwork pictural et décoratif exceptionnel, comparable à la prestigieuse Frick Collection de New York. C'est ce goût du partage et de la transmission qui pousse Nelly dès le lendemain de son mariage à tourner le dos à son activité de peintre pour se consacrer à sa collectionnite aiguë. Elle ne reprendra jamais ses pinceaux, semble-t-il, et n'utilisera ses crayons qu'en de très rares occasions. Mariée, son âme de globe-trotteuse collectionneuse prend le dessus. Celle qui en fait, ce sont ses mots, une pierre roulante de l'art, une Rolling Stone avant l'heure, qui a par son caractère bien trempé, ses audaces et sa flamme populaire, quelque trait commun avec les pop stars du XXe siècle. Revenons aux origines. Officiellement, Nelly Jacquemart naît à Paris le 25 juillet 1841. Ça, c'est pour l'état civil. Mais si l'on cherche où éclot véritablement l'âme de l'artiste et de la femme de goût, c'est 10 ans plus tard, au milieu du siècle, à Chalice, dans l'Oise, que tout commence. Nous sommes dans cette étrange période qui succède à la chute de la monarchie de Juillet. La petite Nelly est promenée en voiture sur le domaine par sa protectrice, Madame de Vatry, la nouvelle châtelaine de Chalice. Sur le chemin d'Ermenonville, Nelly regarde par la fenêtre la beauté d'un paysage que Gérard Nerval, Jean-Jacques Rousseau ou Théophile Gautier ont su apprécier, et même parfois dépeindre. Elle est alors loin de se douter que 60 ans plus tard, un jour de 1912, elle déclarera vouloir faire de Chalice le musée de l'abbaye des rois de France de Chalice avec ses murailles, ses ruines, son château, la chapelle du roi et toute la propriété des eaux, des étangs et des rivières. Lors de ses séjours réguliers, Nelly apprend les usages du monde et l'art élégant de vivre à la campagne. Nul ne sait encore aujourd'hui pourquoi la famille Jacquemart s'est rapprochée de la famille de Vatry et pour quelle raison Madame de Vatry a pris la fillette sous son aile. Mais le lien qui unit Nelly à cette femme est si fort que l'on raconte alors qu'elle est sa fille cachée. Si cette filiation n'est en rien prouvée, la distance que Nelly garde avec ses parents naturels, elle, est avérée. Née d'une mère modiste installée à Paris et d'un père commis-voyageur et agent électoral, la petite fille subit très tôt la séparation de ses parents et grandit seule à Paris avec sa mère et son petit frère. Chalice est alors au regard de cette modeste vie bourgeoise un palais idéal.
Très tôt, Madame de Vatry saisit le talent pour le dessin de la fillette et la pousse à emprunter cette voie. À l'adolescence, Nelly continue d'être fréquemment invitée au domaine de Chalice, transformé par Madame de Vatry en résidence de chasse fréquentée par la haute société. Parmi eux, des écrivains comme Théophile Gautier, Gérard de Nerval, je le disais, mais aussi des peintres et de grandes figures politiques comme Henri d'Orléans, le duc d'Aumale, propriétaire du domaine de Chantilly. Un monde d'hommes dans lequel Nelly, protégée par la baronne de Chalice, va se frayer un chemin. Il faut savoir que jusqu'à la fin du XIXe siècle, l'école des beaux-arts de Paris est interdite aux femmes qui sont contraintes de suivre des cours particuliers. Nelly devient alors l'élève du peintre Léon Cogniet, dans un cours suivi exclusivement par des femmes, d'où son nom, l'Atelier des femmes, à Paris. Nelly est douée. En 1863, elle a 22 ans, et elle participe pour la première fois au Salon, une manifestation artistique où seuls les artistes reconnus par l'Académie des Beaux-Arts sont exposés. 5 ans plus tard, elle y reçoit sa première médaille, la récompense ultime pour les artistes, suivie en 1869 et 1870 de 2 autres décorations. Cette triple récompense est inédite et rarissime, dans une époque où seul... Et Van Gogh, c'est pas une famille d'artistes. 15h, 16h sur Europe 1. L'hyperphosphorescence, c'est de la physique. Historiquement vôtre. A successor to the kings and queens of history. Vous êtes des hommes d'action, je vous ai compris. Vous êtes le chef à jamais glorieux des armées de la liberté. Stéphane Bern. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue comme chaque jour à 15h et pendant 1 heure, je vous invite à découvrir sur Europe 1 la véritable histoire d'un personnage, homme ou femme, qui a marqué l'histoire, qui l'a changé aussi parfois en passant sous les radars. Des personnages mais aussi des lieux où l'histoire s'est jouée, ou des événements marquants que j'ai choisi de vous raconter. Cet après-midi, je vous raconte une artiste qui a scellé son destin à celui d'un certain Édouard André, ou la véritable histoire de Nelly Jacquemart, la collectionneuse de la Belle Époque. Pourquoi a-t-elle cessé de peindre ? Quels sont les artistes dont elle a entreposé les œuvres dans son grenier ou exposé dans son salon ? A-t-elle fait les bons choix ? Pour répondre à ces questions et à bien d'autres, j'ai le plaisir d'accueillir un historien de l'art et conservateur du musée Jacquemart-André à Paris qui la raconte dans un livre. Bonjour Pierre Curie. Bonjour. Pierre Curie, vous partagez avec Nelly Jacquemart la passion de la peinture italienne du 15e au 18e siècle. Vous la collectionnez autant qu'elle ou un peu moins ? Un peu moins quand même, enfin pas au même niveau exactement. Et les deux noms André et Jacquemart semblent difficiles à dissocier. Pourtant, c'est bien elle, Nelly Jacquemart, l'héroïne de votre livre, elle plus que celui qui était son mari. Oui, lui, Édouard André avait commencé à collectionner à très haut niveau. Il aimait beaucoup l'art italien, notamment il avait acquis par exemple des tableaux de Canaletto. Mais après leur mariage en 1881, Nelly Jacquemart va vraiment réorienter la collection d'Édouard André, la réorienter sur l'axe italien notamment parce que je crois qu'elle était vraiment amoureuse de l'Italie et qu'elle aimait y aller plusieurs fois par an. Elle aimait l'art italien évidemment et elle a eu un goût particulier pour la Renaissance, la peinture et la sculpture, parce que le musée Jacquemart-André aujourd'hui conserve une des plus belles collections de sculptures de la Renaissance italienne qui soit à Paris. Donc elle a vraiment entraîné en quelque sorte Édouard André vers la péninsule. Avec Jean-Marc Vasseur, vous avez donc publié Nelly Jacquemart, artiste et collectionneuse de la Belle Époque aux éditions Vendémiaire. On va en parler avec vous Pierre Curie, mais juste après mon récit. Europe 15h, 16h, historiquement vôtre. 1, le récit. Stéphane Bern. Elle a 40 ans, il en a 48. Elle est débordante d'énergie, il décline sous le coup de la syphilis. Elle est catholique, il est protestant. Elle est peintre, il est richissime. En ce 30 juin 1881, le mariage de Nelly Jacquemart et d'Édouard André fait jaser toute la capitale. La Vierge à la chaise, c'est ainsi que les mauvaises langues parisiennes surnomment la toute nouvelle Madame André en citant un tableau de Raphaël et moquant au passage le goût de Nelly pour la Renaissance italienne. Vierge, elle l'est peut-être et le restera sûrement car tout Paris connaît l'état de délabrement physique de son mari et la maladie vénérienne contagieuse dont il est atteint. Et la chaise alors ? C'est le fauteuil roulant dans lequel il faut installer Édouard lorsque les crises le rendent hémiplégique, voire impotent.
Alors pourquoi cette peintresse, comme la surnomment les frères Goncourt, avec le venin qui les caractérise, se marie-t-elle avec ce vieux célibataire ? L'union semble d'autant plus surprenante que Nelly Jacquemart est devenue une portraitiste en vue de la Belle Époque, qu'elle vend bien ses toiles et qu'elle semble plutôt attirée par des femmes. On pourrait invoquer l'argent, car il est vrai que Nelly, par ce contrat de mariage, devient rentière d'une impressionnante fortune et d'un patrimoine exceptionnel. Mais la vraie raison se situe ailleurs. Ce qui réunit ce jour-là les deux mariés, c'est leur passion déraisonnable pour l'art. L'art qu'ils collectionnent tous les deux avec dévotion, goût et curiosité. L'art qui va les faire voyager aux confins de l'Orient, dépenser sans compter et surtout partager. Les deux écrins qu'ils ont remplis d'œuvres puis légués généreusement à l'Institut de France, le musée Jacquemart-André à Paris et le domaine de Chalice dans l'Oise en sont la preuve la plus évidente. Ils offrent un patchwork pictural et décoratif exceptionnel, comparable à la prestigieuse Frick Collection de New York. C'est ce goût du partage et de la transmission qui pousse Nelly dès le lendemain de son mariage à tourner le dos à son activité de peintre pour se consacrer à sa collectionnite aiguë. Elle ne reprendra jamais ses pinceaux, semble-t-il, et n'utilisera ses crayons qu'en de très rares occasions. Mariée, son âme de globe-trotteuse collectionneuse prend le dessus. Celle qui en fait, ce sont ses mots, une pierre roulante de l'art, une Rolling Stone avant l'heure, qui a par son caractère bien trempé, ses audaces et sa flamme populaire, quelque trait commun avec les pop stars du XXe siècle. Revenons aux origines. Officiellement, Nelly Jacquemart naît à Paris le 25 juillet 1841. Ça, c'est pour l'état civil. Mais si l'on cherche où éclot véritablement l'âme de l'artiste et de la femme de goût, c'est 10 ans plus tard, au milieu du siècle, à Chalice, dans l'Oise, que tout commence. Nous sommes dans cette étrange période qui succède à la chute de la monarchie de Juillet. La petite Nelly est promenée en voiture sur le domaine par sa protectrice, Madame de Vatry, la nouvelle châtelaine de Chalice. Sur le chemin d'Ermenonville, Nelly regarde par la fenêtre la beauté d'un paysage que Gérard Nerval, Jean-Jacques Rousseau ou Théophile Gautier ont su apprécier, même parfois dépeindre. Elle est alors loin de se douter que 60 ans plus tard, un jour de 1912, elle déclarera vouloir faire de Chalice le musée de l'abbaye des rois de France de Chalice avec ses murailles, ses ruines, son château, la chapelle du roi et toute la propriété des eaux, des étangs et des rivières. Lors de ses séjours réguliers, Nelly apprend les usages du monde et l'art élégant de vivre à la campagne. Nul ne sait encore aujourd'hui pourquoi la famille Jacquemart s'est rapprochée de la famille de Vatry et pour quelle raison Madame de Vatry a pris la fillette sous son aile. Mais le lien qui unit Nelly à cette femme est si fort que l'on raconte alors qu'elle est sa fille cachée. Si cette filiation n'est en rien prouvée, la distance que Nelly garde avec ses parents naturels, elle, est avérée. Née d'une mère modiste installée à Paris et d'un père commis-voyageur et agent électoral, la petite fille subit très tôt la séparation de ses parents et grandit seule à Paris avec sa mère et son petit frère. Chalice est alors au regard de cette modeste vie bourgeoise un palais idéal. Très tôt, Madame de Vatry saisit le talent pour le dessin de la fillette et la pousse à emprunter cette voie. À l'adolescence, Nelly continue d'être fréquemment invitée au domaine de Chalice, transformé par Madame de Vatry en résidence de chasse fréquentée par la haute société. Parmi eux, des écrivains comme Théophile Gautier, Gérard de Nerval, je le disais, mais aussi des peintres et de grandes figures politiques comme Henri d'Orléans, le duc d'Aumale, propriétaire du domaine de Chantilly. Un monde d'hommes dans lequel Nelly, protégée par la baronne de Chalice, va se frayer un chemin. Il faut savoir que jusqu'à la fin du XIXe siècle, l'école des beaux-arts de Paris est interdite aux femmes qui sont contraintes de suivre des cours particuliers. Nelly devient alors l'élève du peintre Léon Cogniet, dans un cours suivi exclusivement par des femmes, d'où son nom, l'Atelier des femmes, à Paris. Nelly est douée. En 1863, elle a 22 ans, et elle participe pour la première fois au Salon, une manifestation artistique où seuls les artistes reconnus par l'Académie des Beaux-Arts sont exposés. 5 ans plus tard, elle y reçoit sa première médaille, la récompense ultime pour les artistes, suivie en 1869 et 1870 de 2 autres décorations. Cette triple récompense est inédite et rarissime, dans une époque où seuls 2,5% des peintres, hommes et femmes confondus,
obtiennent une médaille au salon. Le style de Nelly Jacquemart, sobre et réaliste, est salué par la critique. À cette reconnaissance s'ajoute une prouesse qu'il convient de souligner. Nelly est une artiste qui vit de sa peinture. Les commandes officielles tombent à côté des cours de dessin qu'elle donne dans une école municipale. Nelly y répond avec succès en réalisant des scènes de genre historique, puis des peintures murales dans plusieurs églises de la capitale. Mais Nelly, peu encline à suivre cette voie sage et un poil polissé, il faut bien l'avouer, bifurque très vite vers un genre où elle va exceller, le portrait. À l'époque, portraiturer est là encore un art réservé aux hommes. Écoutez avec quel mépris Edmond de Goncourt qualifie Nelly. Ce sont ses mots. Mademoiselle Jacquemart, la peintresse, petite créature ratatinée, qui dans son Amazone et sous son chapeau de cheval a l'air d'un de ces singes au chapeau pointu que je vais voir. Mais qu'importe, la guenon présumée est bien décidée à s'imposer dans la cour des grands hommes. Un jour, elle perd sa valise dans le train, elle écrit une lettre de réclamation et signe « Nelly Jacquemart, peintre ». Un détail tout à fait disruptif, dirait-on aujourd'hui, pour une femme qui va progressivement s'imposer comme une portraitiste très en vue de la belle époque. Disruptive, Nelly l'est aussi par son look un brin extravagant. Elle qui, lors d'un voyage à Rome, assiste à des soirées musicales organisées à la Villa Médicis, affublée, relait-on à l'époque, d'horribles lunettes bleues. Si sa loufoquerie détonne, ses portraits sont eux au goût de l'époque. Devant son chevalet posent de nombreux hommes politiques influents du Second Empire et de la Troisième République. On peut y croiser Victor Duruy, ministre de l'Instruction publique, comme le président de la République, Adolphe Thiers. Mais c'est le portrait d'un homme moins connu, celui d'Édouard André, en 1872, qui va faire basculer le destin de Nelly Jacquemart. Celui avec qui elle partagera une vie d'art et de voyage tout à fait marginale pour l'époque. Du jour au lendemain, Nelly Jacquemart a mis de côté la peinture pour devenir l'une des plus grandes collectionneuses de la belle époque. Monsieur, votre portrait est encadré, je voudrais encore une fois le revoir avec vous pour quelques retouches. Vous seriez bien bon de m'accorder encore une petite séance, demain jeudi si c'est possible, à 12h30. Si vous ne le pouviez pas, ce serait alors pour vendredi. Cet extrait de lettre signé Nelly Jacquemart est destiné à Édouard André, celui dont elle est chargée de faire le portrait en 1872. À observer le ton poli et respectueux de la peintre, rien ne laisse supposer une quelconque affection à l'égard de cet homme. D'ailleurs, le portrait qu'elle fait de lui est sombre. En émane une austérité qui sied bien aux fonctions politiques qu'il occupe alors. Pourtant, près de 10 ans plus tard, en 1881, c'est bien lui qu'elle épouse, mettant un coup d'arrêt définitif à sa carrière de peintre, laissant derrière elle entre 60 et 100 portraits. Comment expliquer ce revirement soudain, alors que l'artiste est au firmament de sa carrière? L'union entre Édouard et Nelly est dénuée de romantisme. Il s'agit d'un mariage arrangé par le cousin et oncle d'Édouard, Maurice Cottier, que Nelly a connu comme membre du jury du salon et qu'elle a portraituré. Alors qui est cet homme pour qui elle troque sa vie indépendante de femme artiste reconnue? Édouard André n'est pas banquier, comme on peut le lire souvent, mais l'héritier unique de l'un des plus grands banquiers du Second Empire, comparable aux frères Pereire ou aux Rothschild. Militaire pendant 7 ans, Édouard mène une courte carrière politique de député avant de se consacrer pleinement à sa véritable passion, celle de collectionneur. Féru d'art, il a racheté la revue d'art la plus prestigieuse de France de l'époque, la Gazette des Beaux-Arts. En 1868, il commande au grand architecte Henri Parent le somptueux hôtel particulier qui deviendra plus tard le musée Jacquemart-André. Bel homme, il a du succès auprès des femmes et pour elles, il dépense sans compter. Voyages, bijoux, fourrures. Mais quand Nelly l'épouse, il n'a plus grand-chose du militaire et homme de pouvoir fringant qu'il a été. À ce moment-là, je vous le disais, il est frappé par la maladie. C'est l'inquiétude grandissante devant son état de santé dégradé qui va pousser son entourage à envisager comme seule solution de le marier. Nelly, malgré ses extravagances, a quelques atouts au regard de la famille André.
Bon, déjà, elle est encore célibataire à 40 ans. Et puis, elle s'inscrit dans un réseau social et politique prestigieux, tout à fait complémentaire de celui des André. Enfin, elle a du goût pour les arts. Et ça, c'est peut-être le ciment véritable du couple. Celui qui va réunir la carpe et le lapin dans l'un des compagnonnages les plus hors normes de l'histoire de l'art. Car si le couple n'a rien de sex and rock'n'roll, Nelly, jouant pendant 13 ans le rôle de dame de compagnie en veillant avec dévouement sur la santé d'Édouard, entrecommence une course folle à l'art qui a la beauté de n'avoir pas d'autre but que lui-même. Le duo d'esthètes parcourt alors l'Europe à la recherche d'objets d'art, en particulier des œuvres de la Renaissance italienne, du mobilier, des tableaux français, ainsi que des peintres flamands et hollandais. Il visite presque tous les pays européens proches, l'Italie bien sûr, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Grande-Bretagne, l'Autriche-Hongrie, l'Espagne, ainsi que d'autres pays plus lointains comme la Turquie. On note encore une expédition vers le Cap Nord, et enfin l'Égypte. Les André ont vite fait de se tailler une réputation de boulimique d'art. D'ailleurs, quand ils débarquent dans une ville, les antiquaires pressent leurs clients d'acheter, car après ils savent qu'ils sont dévalisés. Pour l'art, ils dépensent sans compter et à un rythme effréné. Entre trains et bateaux, âpres négociations et jolis coups, leur balai est incessant et leur fièvre acheteuse illimitée. L'un des sommets de leur collectionnisme est en 1893, l'acquisition exceptionnelle de 2 ensembles de fresques du maître vénitien Giambattista Tiepolo. Le couple les découvre in situ à Venise et tombe sous le charme du style brillant du maître italien, déluge de bleu, de jaune et de rose Tiepolo, celui que l'écrivain Marcel Proust utilisera pour décrire une robe d'Odette Swan. Si Nelly André s'entoure d'un comité des sages pour ses acquisitions, composé notamment d'historiens de l'art comme l'allemand Bode du musée de Berlin ou le français Courageux du Louvre, son goût semble plus que sûr. Une anonyme et monumentale Vierge à l'enfant achetée par Nelly Jacquemart sera attribuée un siècle plus tard avec certitude à Giovanni Bellini. Quand le couple André ne voyage pas en quête d'œuvres, il mène grand train à Paris, boulevard Haussmann, dans son hôtel particulier. Là, Nelly divise son temps entre bienfaisance et mondanité, mais elle n'est pas tout à fait à l'aise dans ce dernier rôle, pourtant consubstantiel à son nouveau statut social. Comme elle était effroyablement distraite, elle embrouillait ses listes, oubliait des convives, se souvient l'homme de lettres André de Fouquières. Si les invités sourient de ces bévues mondaines, ils reconnaissent une hôtesse généreuse, intelligente, affable et spirituelle. Mais cette vie trépidante du couple faite de mondanité et de voyage va être progressivement entachée par l'état de santé préoccupant d'Édouard André. Les dernières photographies de lui montrent un homme obèse que l'on déplace désormais en fauteuil roulant. Et Nelly Jacquemart, après être devenue Madame André, s'apprête à devenir la veuve la plus riche de France. Le 16 juillet 1894, Édouard André meurt, léguant à sa femme l'essentiel de sa fortune. Moins intéressée par l'argent que ce qu'on a pu dire d'elle, Nelly est abattue par la perte de son mari. Dans son carnet, elle écrit que la mort est un grand repos et qu'elle désire y entrer. Preuve de ce désarroi profond, elle va modeler elle-même un buste de son mari à l'aide de son masque mortuaire. Après l'épreuve du deuil et l'épisode pénible de la succession, Nelly reprend de plus belle les campagnes de travaux destinées à transformer l'hôtel particulier en musée, conformément à la volonté de son mari. Les acquisitions de tout niveau reprennent un rythme effréné, en particulier en Italie, avec un pic notable de 260 achats entre 1896 et 1897. Mais ne nous laissons pas avoir par les chiffres. Nelly est dure en affaires. Comme du temps de monsieur, elle discute et chipote les frais de transport et d'emballage des œuvres qu'elle refuse généralement de régler, arguant qu'ils relèvent de la responsabilité des antiquaires. Elle est aussi très autoritaire, ce qui parfois lui nuit. En 1899, dans le contexte de l'organisation de l'exposition universelle à laquelle elle participe, Nelly souhaite tellement avoir le contrôle absolu de la publication du catalogue de sa collection qu'elle se fait lâcher à 2 reprises par ses collaborateurs. Ce dirigisme à la main de fer transparaît dans la façon dont Nelly se fait appeler après le décès de son mari. En effet, elle n'est plus Madame André, mais Madame Jacquemart André. C'est d'ailleurs ce double patronyme qui donnera ce nom
au musée. Pour prolonger l'empire des collections qu'elle a bâti avec son mari, Madame Jacquemart-André reprend sa ronde des voyages avec un appétit décuplé. En une vingtaine d'années, elle entreprend des dizaines de séjours à l'étranger. L'Italie devient le prolongement de son salon, tant les allers-retours y sont fréquents. Si en Allemagne, en Autriche ou en Suisse, elle privilégie les villes d'eau pour des cures, l'essentiel de ses voyages sont motivés par sa passion pour l'art et la visite d'antiquaires. Son agenda est digne d'une rockstar en tournée. Jugez plutôt sur l'année 1907. 19-22 février, Cap d'Aille. 22-23 février, Marseille. 25 février, 4 mars, puis 19-23 mars, Naples. 23 mars, 21 avril, Rome. 22-28 avril, San Remo. 28-29 avril, Nice. 6-10 juillet, Brighton. 9 août, 8 septembre, Vittel, puis Nancy. 27-29 septembre, Ostende. 5-6 octobre, Bruxelles. 13-31 octobre, Biarritz. La liste donne le tournis, et ce ne sont là que les voyages documentés par des factures conservées. En 1902 commence son périple le plus original, mûri depuis plusieurs mois. Il a été convenu avec le prince d'Orléans qu'elle se joindra à sa suite lors de son expédition en Orient. Les étapes sont exotiques. Le Sri Lanka d'abord, où elle passe d'enchantement en enchantement, puis c'est l'Inde, Madurai, Madras, Calcutta, d'où, après avoir poussé jusqu'à Darjeeling, au Bengale, au pied de l'Himalaya, elle embarque pour Rangoon, en Birmanie. Elle l'explique. J'ai passé des nuits sur un radeau descendant le cours des rivières avec le prince Louis d'Orléans et ses compagnons. Nuits en chemin de fer de 7h du matin à 6h, en coach ou en carriole. Les conditions de ce voyage sont rudes, mais Nelly Jacquemart-André s'improvise routarde et finalement se révèle tout-terrain. De retour en Inde, elle sillonne le pays jusqu'à Kapurthala, où elle est reçue en grande pompe par le Maharaja. Le voyage se poursuit ensuite à Lahore, au Pakistan, à Delhi, à Jaipur. Globe-trotteuse infatigable, elle continue de faire des plans sur la comète. Je pense m'embarquer à Bombay dans les premiers jours d'avril. Mon itinéraire n'est pas encore bien sûr. Peut-être rallier directement le Japon, peut-être pas. De m'arrêter à Hong Kong, irai-je à Pékin? Je le pense, et si je vais à Java, mon itinéraire changera ensuite. Je m'embarquerai pour Vancouver, j'irai à New York par le Canada. Mais où s'arrêtera la puce voyageuse? Il y a cependant quelque chose qui interroge dans la bougeotte maladive de cette femme. Si elle peut s'expliquer par des raisons pratiques, comme le fait que l'hôtel parisien où elle réside est constamment en travaux sur cette période, elle a des raisons plus personnelles et plus sombres. Car Nelly a beau voyager et se remplir par l'acquisition constante d'œuvres et d'objets décoratifs, elle se sent parfois vide et très seule. Dans son journal intime, elle recopie ces lignes du journal de Delacroix. Oui, l'homme est un voyageur. Il regarde son berceau avec regret, mais il cherche obstinément un tombeau parmi les hasards afin de rencontrer quelque part l'objet de ses vagues inquiétudes. Le voyage est donc aussi pour Nelly une fuite et un vertige dans lequel elle semble parfois perdre pied. Elle est en manque d'ancrage et de repères. Alors, au printemps 1902, quand Nelly décide d'interrompre du jour au lendemain son tour du monde pour rentrer en France, ce n'est pas une toquade ou la marque de son impulsivité incontrôlée, non. Ce retour est motivé par un achat hautement symbolique. D'ailleurs, c'est peut-être tout simplement l'achat d'une vie. C'est à Madras en 1902 que Nelly Jacquemart-André apprend la nouvelle de la vente prochaine du domaine de Chalice. Elle interrompt son voyage d'exploration et rentre en France. Avoir Chalice est son plus vif désir. Alors, dans le bateau qui la ramène des Indes, Nelly dessine déjà ce que sera sa future chambre dans le palais idéal de son enfance. En quelques mois, et au prix d'une somme faramineuse, elle acquiert l'intégralité du domaine pour y projeter ses rêves les plus fantaisistes. À Chalice, elle conçoit une sorte d'autoportrait, le grand goût international pimenté de fantaisie, d'exotisme et d'amour de la nature. Commence alors pour elle une carrière tardive de Madame Verdurin, recevant au milieu de ses tapisseries, dans sa salle à manger ornée de chiens de chasse peints par Descartes et de meubles boules, faisant elle-même visiter sa galerie que ses invités ne manquent pas de comparer, pour ses dimensions, à celle de Versailles. Marcel Proust s'est-il inspiré d'elle pour créer son personnage haut en couleur de la recherche? Une chose est sûre, il aimait cette anecdote sur la grande collectionneuse. Chaque fois qu'elle se rendait dans son domaine,
Elle arrivait sans ticket au guichet de la gare du Nord et disait d'un ton sans réplique « Laissez-moi passer, je suis immensément riche ». L'argent, le snobisme, l'ambition démesurée, Nelly partage tous ses traits avec la patronne proustienne. Mais c'est une Madame Verdurin rock, cash, pchit et vlan, comme on disait à l'époque. Nos filters, dirait-on aujourd'hui. D'ailleurs, si elle avait eu Instagram à la fin de sa vie, elle n'aurait probablement pas arrêté de poster sur ses chiens Valdi et Valda. Il n'y en avait que pour eux. Cependant, tous ces artifices ne doivent en rien masquer l'âme généreuse de Nelly Jacquemart. Après sa mort en 1912, elle lègue ses 2 écrins, Chalice et l'hôtel particulier parisien, à l'Institut de France, avec à charge pour lui de les faire rayonner comme musée. Un geste qui lui a sans doute été inspiré par l'un de ses modèles, Henri le duc d'Aumale, qui avait cédé avant elle son château de Chantilly à l'Institut de France. Cette volonté de partager l'art et de le faire découvrir au public n'a pas son équivalent dans l'histoire de l'art. Car si des couples de mécènes ont bien existé, les couples hybrides d'artistes-collectionneurs sont beaucoup plus rares. Dans son testament, que l'on peut lire comme un manifeste écolo avant l'heure, Nelly décrit scrupuleusement l'aménagement des extérieurs de Chalice, soucieuse de laisser la beauté du paysage de son enfance intacte et préserver le domaine à l'abri, je la cite, de la prétendue civilisation qui envahit, étreint et brise tout. Un rousseauisme tardif qui fait aussi de Nelly Jacquemart l'une des grandes promeneuses solitaires de la Belle Époque. Europe 1, historiquement vôtre. Pierre Curie, merci d'être toujours avec nous. Nelly Jacquemart-André portait donc un immense attachement au domaine de Chalice pour cette pierre qui n'a jamais cessé de rouler. C'était finalement son point d'ancrage, son point de chute, là où pour elle tout avait commencé et où par conséquent tout devait s'arrêter. Absolument, c'est une chance pour elle en fait de pouvoir acquérir ce domaine où elle avait grandi, à l'ombre de la protection de monsieur et madame de Vatry, au point qu'elle voudra y être enterrée. Elle est aujourd'hui ensevelie dans la chapelle royale de l'abbaye de Chailly. On peut aller voir sa tombe qui a été dressée dans les années 20 au-dessus de son tombeau. Et c'est très touchant, en fait, ce parcours qu'elle a, ce long parcours à la fois, en effet, d'artiste, de collectionneuse, et puis, à la fin, de châtelaine. Est-ce que, transformé en musée par sa volonté, le château-musée de Chalice, l'abbaye de Chalice, comme on dit, conserve encore des toiles que Nelly Jacquemart a exécutées dans sa jeunesse ? Oui, absolument. Il y a quelques toiles d'elle à l'abbaye de Chailly. Il y a aussi quelques souvenirs qu'elle a gardés de ses amis artistes qui montrent qu'elle n'avait pas complètement coupé les ponts avec son passé de peintre, notamment quelques œuvres de ses amis qu'elle avait croisées dans sa jeunesse d'artiste. Le musée Jacquemart-André, c'est donc le superbe hôtel particulier acheté par Édouard André bien avant qu'il n'épouse Nelly Jacquemart. Si Nelly a fait la collection de centaines d'œuvres, dans la collection permanente, quelle est pour vous l'œuvre qui représente le mieux ce que Nelly Jacquemart aimait ? Sans doute, les goûts de Nelly sont vraiment tournés vers l'Italie et la Renaissance italienne. Donc, je dirais que à la fois les peintures de Mantegna, d'Andrea Mantegna, ils en ont quand même acquis trois authentiques Mantegna, c'est très rare. Même à l'époque, on en trouvait quand même très peu. Et puis aussi la sculpture, les œuvres notamment de Donatello. Donc, elle a vraiment ce goût pour le XVe siècle italien. Et c'est dans son musée italien, puisqu'elle l'appelait comme ça, le premier étage de l'hôtel particulier, qu'il faut chercher vraiment les goûts du couple et de Nelly en particulier. Vous avez publié avec Jean-Marc Vasseur Nelly Jacquemart, artiste et collectionneuse de la Belle Époque. Vous expliquez que la Renaissance italienne devient le cœur de cible du collectionnisme des Jacquemart-André. C'est une passion d'ailleurs, je crois que vous partagez avec eux, Pierre Curie, ou plutôt avec elle, puisque c'est elle, collectionneuse néophyte, qui fait véritablement découvrir la Renaissance italienne aux collectionneurs avertis, n'est-ce pas ? Oui, alors, en effet, Édouard avait déjà de l'intérêt pour la Renaissance italienne. Notamment, il avait acquis, par exemple, le joli petit bronze de Donatello. Mais ses goûts étaient vraiment tournés vers le XVIIIe siècle. Lui, il préférait la France du XVIIIe, le beau mobilier, les objets d'art du XVIIIe siècle. Et d'ailleurs, il a sûrement vraiment pesé sur l'acquisition des Tiepolo à la toute fin de sa vie, en 1893.
Nelly a vraiment réorienté sa collection vers la Renaissance. Il avait quelques éléments de la Renaissance, mais elle a vraiment axé sur ce point. Ça n'était pas complètement original pour l'époque. Il y avait d'autres grands collectionneurs de la Renaissance, et notamment ce fameux Bode, Willem Bode, qui, à l'époque, collectionne pour le musée de Berlin et constitue une des plus belles collections de sculptures de la Renaissance. À la même époque, ils étaient amis, ils se connaissaient, ils correspondaient, Bode et Nelly Jacquemart. Est-ce que tous ces collectionneurs se disputaient les œuvres ? Il y avait une espèce de surenchère, ou en tout cas de rivalité Disons que c'est une sorte de concurrence intellectuelle, parce que et d'argent aussi, bien sûr. Oui. Le marché Il de fallait l'art. pouvoir se l'offrir, disons. Voilà, il fallait pouvoir se l'offrir. Mais néanmoins, il est clair que, par exemple, les acquisitions des André ont été considérées comme des acquisitions complémentaires de celles du Louvre par les conservateurs du Louvre. Souvent, ils n'avaient pas les moyens, au moment où telle œuvre passait en vente, d'acquérir telle ou telle peinture ou telle sculpture. C'est le cas des deux Spiritelli de Donatello, et le Louvre, Courageau, était désespéré de ne pouvoir les acheter pour le Louvre, et donc il a beaucoup encouragé les André, et dans le fond, il savait déjà que ces œuvres resteraient en France, comme on a pu le dire. Une fois mariés, ces deux anticonformistes, je l'ai raconté, écument les antiquaires de bon nombre de pays pour agrandir toujours un peu plus leur collection. Un goût que Nelly Jacquemart perpétuera bien au-delà de la mort d'Édouard André. Est-ce qu'on peut dire que c'est lui qui l'a initié à cette passion dévorante, qui l'a entraîné dans cette course folle ? Alors, elle était collectionneuse avant son mariage. On le sait par un inventaire avant mariage qui a été fait avant le contrat de mariage. Donc, on sait que son intérieur était décoré de multiples objets d'art, tapis, sculptures, vases, etc. Donc, elle a déjà un instinct de collectionneuse, c'est clair et net, mais pas au même niveau